son embrasse. Je ne trouve pas d'autre mot pour caractériser sa silhouette si chaleureuse que de lui donner donc maintenant la parole et il va nous exposer un peu quelle a été la vie de professeur. Madame Cousin, merci. J'allais dire c'est facile parce que M. Kern nous a laissé un héritage magnifique en écrivant ses mémoires à la fin de sa vie qui s'intitule Mes 4 vies. Mémoire, donc l'éditeur de l'époque n'a pas pu rééditer, d'où effectivement l'aventure éditoriale qui m'a amené à écrire la vie et l'œuvre d'Ernest Kern. Alors je vous propose trois périodes. Le médecin, donc Bussière, le résistant et le prisonnier, qui a sûrement été une des pages douloureuses et difficiles de la vie du docteur Kern, et puis l'anesthésiste. Donc le médecin, de la Bucovine à la France, et puis ensuite de Paris à Bussière. La Bucovine, mais c'est où? C'est pas la Moldavie, c'est pas la Moldavie, ça doit être quelque part dans l'Est, on ne sait pas très bien où. Eh bien, la Bucovine, c'est ici. La Bucovine, c'est ici, c'est un tout petit duché. Sur cette carte qui est actuelle, vous voyez que ça se trouve en Ukraine. Et dans les bibliographies de M. Kern, on voit nationalité russe. Alors en fait, il faut se reporter à l'année de sa naissance, c'est-à-dire 1908, pour découvrir que la Bucovine était un tout petit duché qui est ici. Il se trouve que c'était, comme il le dit lui-même, un îlot de culture germanique. Tous les textes que vous allez lire sont extraits de son livre, c'est-à-dire tout ce qui est en italique. Tout ce qui est en italique, donc, ce sont les propres paroles, ce sont les propres mots utilisés par M. Kern dans ses mémoires. Alors, cet îlot de 8 ans, et le 1er août 1916, il se réfugie avec un journal dans sa poche. Et qu'est-ce qu'il voit? Et il voit l'histoire de la bataille du Jutland. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu loin tout ça, mais la bataille du Jutland a opposé la marine anglaise et la marine impériale, qui était extrêmement forte et extrêmement émue. Alors, à la fin de la guerre, donc en 1918, la famille retourne à Tchernovitch, mais là, problème, la Bucovine est devenue roumaine. Et la grande Roumanie, qui a fini par s'entendre avec les puissances occidentales, en voyant le vent tourner, les Roumains ont récupéré la défilé dans la rue, disons, pour protester contre ces dispositions qui avaient été prises par le rectorat donc, de Tchernovitch. Et puis il y a eu une bagarre, il a été mis en prison, et le jour du procès, ce jeune étudiant a été tué sur les marches par on va dire, un fasciste roumain, la fameuse garde de fer qui commençait à faire des ravages. Alors, Ernest Kern, dans son livre, dit « Cette lettre a été écrite en octobre 1923, donc Ernest Kern n'était pas encore en France, et vous voyez donc qu'il y avait un étudiant roumain qui se disait « Vous secourez un noyé qui n'a pas d'autre espoir que de venir faire ses études en France ». Alors, Ernest Kern et une jeune lycéenne dont il avait fait la connaissance, donc Fanny Ungar, partent tous les deux à Montpellier, mais il y a beaucoup d'autres étudiants en médecine roumains. Ils y font entre autres la connaissance de Jean Valletta, qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Et puis, de consultation. Par exemple, alors vous allez dire, mais attendez, je ne comprends pas bien, où est-ce qu'il consultait? Eh bien, il consultait par exemple à Guérande, il consultait au café. Et c'est la patronne du café qui tenait le registre des consultations. Et donc, le samedi matin, le docteur Kern à Ronde, on poussait 2-3 tables et on installait un cabinet de consultation un peu inopiné. Donc les gens n'avaient pas à se déplacer. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde se déplace en national, mais à l'époque, il n'en était pas question. Au pire, un vélo.
et puis c'est tout. Mais on n'allait pas monter jusqu'à Bussière pour voir le docteur. C'était tellement mieux qu'ils viennent effectivement sur place. Et donc Sainte-Colombe, Rosiers, Pouilly-les-Feurs. Donc voilà. Alors, l'assistant, puis le successeur. Rapide, je vais être extrêmement rapide parce que les choses essentielles ont toutes été dites. Kern était un humaniste. Il a su profiter de sa formation et de le fait qu'il exerçait en médecine générale pour comprendre que les malades avaient besoin, que l'on leur parle, avaient besoin qu'on tienne compte de ce qu'ils disaient et que, par exemple, quand en anesthésie, il avait une consultation d'anesthésie, il avait donc parlé avec les malades. Quand les malades arrivaient au bloc opératoire pour passer dans la salle d'anesthésie, leur visage s'éclairait. Et il commençait par le rassurer. Alors tout ça, maintenant, ça a été dit. Avec ses élèves, il a agi de la même façon. Hein. Il s'est préoccupé, dans certains cas, des problèmes qui se posaient à eux. Et par exemple, pour un de ses élèves qui avait eu un accident de voiture, il lui a proposé de lui prêter de l'argent pour qu'il remplace sa voiture. Enfin, tout ça, c'était un moment qui m'a touché. Mais alors, c'est pas seulement ça. Il est un humaniste parce qu'il n'a pas profité de tout ce qu'il avait fait pour la libération de la France. Et dès qu'il s'est mis à faire de l'anesthésie et à s'occuper de formation des médecins anesthésistes, il s'en est occupé à tout le temps. Tout le temps, il les a suivis, il les a laissés faire. C'est-à-dire qu'il les surveillait et à un moment donné, hop, il disait non, il ne faut pas faire ça. Et il les a, et tous les médecins qui ont eu sa formation sont de bons médecins anesthésistes. Alors, je pourrais aller plus loin parce qu'il y a aussi quelque chose qui est frappant. Il aurait pu profiter de tout ce qu'il avait fait pour se mettre en avant. Et profiter pour avoir les décorations, il ne l'a jamais fait. C'est la Légion d'honneur, il l'a eu parce que Berthe-Gobinet, lui, il ne l'avait pas demandé. Mais parce que Berthe-Gobinet dit, ah ben non, vous devez avoir la Légion d'honneur. Alors je ne vais pas aller plus loin et je vais vous laisser parce qu'il y a d'autres choses à dire pour en parler au Pied-Froment, mais c'était un homme remarquable, un homme honnête, un homme qui avait toutes les qualités qu'il fallait pour en faire un bon médecin. Merci, M. Saint-Maurice. Je voudrais donner également la parole au professeur Debesse. Parce que c'est le professeur Debesse qui a été un professeur de chirurgie, ça doit être le seul chirurgien ici aujourd'hui, je crois. Et il n'est pas de la commune, mais presque, parce que c'est grâce à sa vie d'enfant qui s'est passée du côté de Néronde. Pendant les vacances. Oui, c'est les vacances, ça oui. Qu'il a pu croiser le docteur Kern et qu'il en a gardé le souvenir. Alors, quel est votre souvenir, monsieur le professeur? Alors, mon souvenir, c'est l'apparition d'une inflammation au niveau de la jambe ou de la cuisse, pas une plaie, une inflammation pour laquelle mes parents avaient appelé, nous étions en vacances, c'était au mois de juillet, je pense que c'était en 1938, car en 1939, c'est le moment de la guerre où mon père va partir, donc je ne crois pas que ce soit en 1939 mais en 1938 que ça s'est passé. Il est évident que ce souvenir a été complété par les discussions que j'ai pu avoir avec ma mère ultérieurement, en particulier quand j'ai découvert le médicament que j'avais reçu, dont j'avais gardé le nom, le Rubiazol, qui était le premier sulfamide français
mis au point par Fourneau en 1937, alors que déjà les sulfamides avaient été mis au point en Allemagne avec Domac, me semble-t-il, si je ne commets pas d'erreur. Toujours est-il que j'ai le souvenir d'un médecin grand, mais c'est très rare en fait. Mon vrai souvenir, c'est le rubiazole, les comprimés rouges et le fait qu'il n'y ait pas eu d'incision, que tout a disparu en 4 ou 5 jours. Et puis ensuite, j'ai entendu parler du professeur Kern quand j'étais interne à Paris, en chirurgie, et j'ai toujours un peu regretté de ne pas être allé le voir, au moins dans les années 65-66, pour le remercier de ce qu'il avait fait pour moi. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Et que j'en ai un grand regret. À propos des anesthésies à Paris, en 1953, au mois de mai, comme externe, j'ai reçu l'ordre d'utiliser un appareil d'ombre d'âne pour endormir un opéré à qui on devait démêcher, si mes souvenirs sont bons, une cavité péritonéale pour une amputation du rectum. Et je ne savais pas utiliser l'ombre d'âne. Mon interne m'a dit, je t'en donne l'ordre. Je lui ai répondu, bien. Je suis donc allé auprès du malade avec mon interne, et j'ai dit au malade, monsieur, j'ai l'ordre de vous endormir avec un appareil que je ne connais pas. Là-dessus, j'ai donc été fidé par mon interne pour ma grossièreté à son égard. Ce qui prouve qu'en 1953, on utilisait encore dans les hôpitaux de Paris, et ceci se passait chez Nialaret, à l'hôpital Saint-Louis, l'appareil d'ombre d'âne pour faire des anesthésies, et n'importe qui, j'étais externe de la première année, je n'avais jamais utilisé d'appareil d'anesthésie. J'avais l'ordre de le faire. C'est malheureusement les seuls témoignages que j'ai à apporter à un homme que j'ai retrouvé au fond après, quand j'ai appris que le rubiazole... De l'animer, de le ranimer, de le rendre présent. Alors, en tant que, personnellement, il m'est difficile de témoigner en tant que fille, parce que c'est quelque chose peut-être de trop intime pour être partagé dans un grand espace comme celui-là, mais je veux quand même dire que, en fait, le docteur Kern était mon cousin germain. Il était le fils de la sœur aînée de ma mère. Et quand j'avais 10 ans, il avait 30 ans. Il avait donc l'âge d'être mon père. J'étais en 1938 à Vienne, et à ce moment-là, mes parents et moi, nous n'avions plus aucune chance d'émigrer. On était sous la menace de la déportation par les nazis. Et c'est Ernest qui a eu l'idée de venir me chercher en Autriche pour me ramener ici. Et il m'a donc, en réalité, sauvé la vie. Ça, je voulais vous le dire, parce que c'est peut-être le plus important. Et puis, bon, j'ai ici, je ne savais pas un mot français, bien sûr. J'ai appris avec M. Gouty, que peut-être certains ont connu, j'ai appris le français en quelques mois, ça a été assez vite. Et après, j'ai été à l'école chez Mademoiselle Recorbet, et bon, la suite, c'est une longue histoire, mais en tout cas, je voulais juste évoquer ce début.